imagine et on connaît ce qu'on peut vivre quand il y a un changement de staff, quand il y a un patient où tu n'es pas satisfait de ce que tu as fait ou que sais-je. En fait, on est imprégné de ça et on comprend la passion qu'on peut avoir pour ce qu'on fait. Je pense que je suis pas plus fou qu'un Neymar ou un Mbappé qui rentre sur le terrain de foot, tu vois, c'est ce que je me dis. J'ai eu la chance d'être championne de France pour synchroniser en trampoline. Fière d'avoir pu faire ça, d'avoir pu m'entraîner pendant toutes ces années et apprendre plein de choses en fait dans cette partie de sport de haut niveau. La première chose il me dit, je vais à un congrès Ivo Clare à Annecy et je veux que tu présentes tel sujet et c'est toi qui vas représenter la fac de Marseille. Il y a des soirs où je me vois bien le lendemain vendre des cafés et ça m'irait bien. Marie, Renaud, merci beaucoup de me donner de votre temps et d'accepter de répondre à ces discussions incisives. Donc on est dans ton cabinet, Marie. Oui. Nous sommes jeudi soir. C'est la fin de la semaine ou pas? Ah non, demain encore. Demain encore, pour toi aussi, Renaud? Oui, tout à fait. Ok, super. Je suis très heureux de vous avoir tous les deux, parce que vous êtes un couple... On peut dire que vous êtes un couple mythique de la dentisterie? Je crois pas, mais... Moi, je vous vois comme ça, en tout cas. Je vous vois comme deux personnalités de la dentisterie. On peut dire dans l'excellence de la formation et dans l'excellence de la dentisterie, de l'exercice de la dentisterie. En tout cas, c'est ce vers quoi vous tendez ou pas? Oui, c'est ça. Enfin, je dirais plutôt dans la passion. Dans la passion. Pour la dentisterie, en tout cas. Oui, je pense qu'on essaie de très bien faire notre métier, donc voilà, on essaie de toujours faire un peu plus, Okay. Et probablement avec passion, donc c'est pour ça que c'est un peu moins difficile. Ok, ça marche. Marie, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu as envie de te présenter et je te laisse... Ok. Moi, Marie Clément, je suis maman de 3 enfants, donc en couple avec Renaud. J'ai mon cabinet libéral depuis bientôt une dizaine d'années, ça va faire 10 ans en 2025. Et on réalise également des formations au quotidien qu'on fait dans notre cabinet, donc c'est un plaisir de pouvoir former aussi les praticiens. Je suis passionnée par mon métier, comme on en a parlé juste avant. Tu veux donner le nom de l'organisme de formation? DCO France. Ouais. Voilà. Et c'est une formation qu'on partage tous les deux avec Renaud et Lionel, un ami aussi qui est photographe. Super, voilà. Merci. Renaud, je te laisse te présenter. Il y a déjà la moitié de la présentation qui est faite du coup. Donc en couple avec Marie, 3 enfants, Oscar, Basile et Jeanne. Et donc moi je suis un tout petit peu plus vieux. Donc moi j'ai mon cabinet à Lyon depuis une dizaine d'années. J'ai travaillé un petit peu avant à Paris, mais toujours centré sur l'implantologie. Et dans les activités annexes, alors oui, il y a DCO France pour la formation. Donc moi, je suis très axé chirurgie. Du coup, Marie plus sur la partie blanche et collage. Mais je suis aussi maître de conférences des universités. Donc ça fait un agenda assez chargé. Voilà. Ok. Donc toi, Marie, tu es au stade où les gens ont encore des dents et ils veulent préserver le tissu. C'est ça. Et toi, Renaud, tu es au stade où malheureusement une partie en tout cas de l'organe dentaire a disparu et tu vas leur redonner l'impression qu'ils ne les ont pas perdus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc un plan comme racine artificielle pour remplacer les dents qui sont perdues. Alors j'ai 3 grandes activités moi dans le cabinet. La greffe osseuse, donc c'est même avant la racine artificielle. Et puis après, le deuxième volet, ça va être la collaboration, par exemple, avec Marie, mais avec d'autres praticiens sur, je vais appeler ça l'incive centrale, parce que c'est vraiment, on est vraiment sur ce topic-là. Et puis après, l'édenté complet. Alors là, Marie n'intervient forcément plus du tout, parce qu'il n'y a plus rien à faire, mais voilà, c'est un peu ce schéma-là. Ok. Si on revient à l'essence de ce pourquoi vous êtes devenu dentiste, est-ce que vous avez l'idée, est-ce que vous êtes devenu... Moi, je suis devenu dentiste par hasard, je le dis très sincèrement. Est-ce que vous, il y a une raison qui fait que tu es, toi, devenue dentiste, Marie? Je ne crois pas qu'il y ait de véritables raisons. En fait, j'ai fait médecine pour être kiné, parce que c'était un métier que je connaissais dans le sport que je faisais au quotidien. Okay. Et puis, je suis rentrée en médecine, tout le monde voulait faire médecine, donc j'ai voulu faire médecine. Et puis, j'ai raté ma première année, j'ai refait une deuxième année. À la fin de la deuxième année, je me suis posé la question, et finalement, dentaire, pourquoi pas? Et je crois que j'ai choisi plutôt plutôt pour le côté manuel et la simplicité des études. Voilà, faut être transparent, c'est vraiment c'est pour cette partie-là que je me suis dit c'est sûrement quelque chose qui va me plaire. Et j'ai pas regretté parce que dès la deuxième année, j'ai adoré quoi. Ok. Voilà. Merci. Renaud.
Alors moi, c'est un tout petit peu différent. Alors, je note que toi, c'est par hasard. Moi, je vais dire que c'est par contrainte, puisque moi, je fais ma première année de médecine à Lyon Sud. Je redouble, classique, on va dire. Et puis, la deuxième année, j'arrive 68e sur les 450. Et il se trouve que devant moi, quasiment tout le monde prend médecine, sauf 2 qui prennent dentaire. Donc quand on arrive au 68e, on me dit bah, il ne reste plus que dentaire, donc c'est dentaire ou la porte, textuellement comme ça. Donc j'ai pris dentaire parce que je payais une partie de mes études, donc il fallait être efficace à un moment donné. Donc je pourrais dire dentaire par contrainte. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez des souvenirs marquants au cours de vos toutes premières années? Moi, je me souviens t'avoir rencontré au tout début de ta carrière. On en parlera tout à l'heure, mais est-ce que toi, il y a des événements marquants au début de ta carrière? Au début de la carrière ou études? Carrière. Début de la carrière, il y a la formation avec Michel Magne. Voilà, la rencontre. Nous, on s'est rencontrés avec Michel et j'avais vu auparavant Pascal. Donc, je pense que ça a commencé par là. Je sortais de la fac. Ça doit être en octobre après ma sortie de fac. J'avais regardé dans l'idée, puis j'avais trouvé cette formation. Je m'étais dit sur l'esthétique, ça a l'air bien. À Bordeaux, c'est Cyril qui a organisé ça. Et il se trouve que j'y suis allée et j'ai adoré. Je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire, quoi. Ça m'a ouvert les yeux sur un monde que j'ignorais. Voilà, vraiment. Et je me suis dit, bah, ça va me plaire. Et ensuite, j'ai pas arrêté. Enfin, voilà, la partie esthétique. Et nous, on s'est rencontrés un peu plus tard à Lyon. Plus tard, voilà, à Lyon, pour la formation de son frère, donc Michel Magne. Voilà. Merci. Renaud. Vaste question. Moi, je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là, je le dois d'abord au professeur Paul Mariani, qui était mon patron pendant que j'étais interne, mais je lui dois mon travail, mais aussi d'autres choses à côté. Parce que c'est un vrai patron dans le sens noble du terme. Voilà, et puis après, dans le début, probablement 4 ans passés à côté de Paris avec Bernard Canas, qui fait que ça formate un peu sur la partie implanto. Et puis après, tout de suite, j'ai assez bifurqué rapidement sur chez moi tout seul, parce que au travers de différents remplacements et de cette collaboration, j'avais compris ce que je voulais. Pour moi, ça, c'était important. Et à partir du moment où j'avais construit ce que je voulais, il fallait que j'aille faire mon truc. Voilà. Toi, Renaud, est-ce que tu pourrais nous dire, si tu peux le dire en quelques mots, quel a été ton parcours à la fois d'apprentissage et puis ton parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui, en fait, des événements marquants en formation, et puis à la fois en tant que formateur, parce qu'en fait, toi, tu as la triple casquette, tu t'es formé, tu es formateur et tu es libéral. Oui, voilà, j'ai cette triple casquette et on essaie de faire un peu de recherche. Donc ça fait et la quatrième, la recherche, effectivement, ça me... qui est des fois un peu plus délicate, celle-là. Mais études à Lyon, je passe l'internat parce que je trouvais que les études étaient un peu généralistes. Et je voulais déjà ciseler un peu le sujet, donc je voulais aller que ce soit un peu plus dense. Donc je passe l'internat et j'atterris à Marseille. Pour moi, c'est 3 ans top. Parce que j'étais payé pour apprendre mon métier. Alors ça, je trouvais ça vraiment bien quand même. Parce que c'est quand même ça. Et après, je fais 4 ans d'assistanat à Lyon. Et dans la foulée, je deviens maître de conférence. Et en parallèle, du coup, activité libérale à côté de Paris. Et j'ai ouvert mon cabinet en 2013 à Lyon. Voilà un petit peu le parcours. Au milieu, enfin, c'est toujours mêlé le libéral et l'hospital universitaire, parce que j'ai ma thèse d'université aussi en parallèle. Enfin, voilà. Donc j'ai toujours essayé d'avancer tous les curseurs à peu près en même temps, avec quand même des moments où on est obligé de prioriser. Par exemple, quand on rend une tête d'université, pendant 3-4 mois, il faut être vraiment sur le sujet. Quand on ouvre un cabinet, il faut être sur le sujet. Voilà un petit peu. Et on a créé donc des CO avec Marie, voilà, en 2017. Alors moi, j'ai commencé 2015. Il y a des gens qui ont commencé à me demander est-ce que je peux venir chez toi. Et puis du coup, petit à petit, 2017, on a créé des CO avec Marie. Ok, ça marche. Voilà. En quelques mots. Et puis accessoirement, papa et puis sportif, hein, c'est ça? Alors accessoirement, je plaisante. Papa, oui, Oscar Basile et Jeanne, comme je disais tout à l'heure, 6 ans, 5 ans et 3 ans, donc c'est pas de l'accessoire, là, c'est de la densité, Ouais. Voilà, et effectivement, je fais un petit peu de sport, donc moi j'ai trailer au départ, et puis là j'ouvre un petit peu le champ des possibles avec plutôt ce qu'on va appeler des petites aventures. Je suis beaucoup moins axé course, compétition, dossard, mais plutôt des choses
qu'on appelle off maintenant, voilà, avec soit tout seul, soit avec des copains. Ok. Voilà. C'est ce qui te permet de t'équilibrer, de trouver un équilibre entre le pro, le perso, les enfants, le sport. Et c'est quoi pour toi le sport? Je suis désolé, j'avais pas prévu de te poser cette question-là, mais je me dois de te la poser. Oui, c'est quoi le sport pour moi? Donc pendant longtemps, j'ai cru que c'était un simple exutoire, entre guillemets, par rapport à la tension, notamment bloc, voilà, quand il y a des chirurgies qui durent 2-3 heures, de te dire bah, j'ai besoin d'évacuer. Je pense que ça va un peu au-delà. Je pense qu'aujourd'hui, ce que je recherche, c'est aussi d'apprendre des choses. Donc c'est pour ça que bon, je me suis entouré de 2-3 personnes qui m'amènent des choses, qui me feront apprendre des choses et qu'on est beaucoup plus sur de l'aventure. Beaucoup moins paramétré, parce que quand tu fais une course, c'est paramétré. Voilà. Donc, tu n'as pas trop de facteurs de risque, on va dire. Et quelque part de l'humain, mais de l'humain très naturel, parce que ce que j'aime dans ce qu'on peut entreprendre actuellement, c'est très brut, quoi. Une paire de baskets, un short, et puis on va tout droit, et puis voilà. Donc, ça permet de voir les choses un peu différemment. Des fois, je me dis que nos vies sont un petit peu complexes. Voilà. Et donc une forme de liberté et de hasard? Alors de liberté, oui, probablement, et de hasard, je sais pas. L'idée quand on part en aventure, c'est toujours de se dire qu'il va nous arriver des choses, effectivement, mais que on a essayé de paramétrer tout ce qu'on doit paramétrer. La préparation physique, la préparation mentale, le vélo s'il y a un vélo dans l'histoire, etc. Et finalement, c'est pas si loin de mon quotidien, parce que dans le quotidien, quand on fait de la chirurgie, on essaie de paramétrer tout ce qui est paramétrable. Et l'aléa. Et l'aléa, l'hémorragie, etc. etc. Donc en fait, on est sur des fonctionnements un peu différents. Un dans un bloc opératoire, l'autre dehors, mais finalement, ça se ressemble un petit peu. Ok, voilà. Ça marche. Merci Renaud. Marie, toi, si tu devais résumer en quelques minutes ton parcours professionnel. Alors ça a commencé à la fac, la rencontre avec Renaud. Je pense que ça a été une étape importante aussi. Il m'a ouvert les yeux sur la dentisterie un peu optimiste, comme tu l'appelais à l'époque. C'était plaisant, on avait envie de chercher plus, on avait envie de voir, on avait envie de comprendre tout ce qui se passait autour et ce qui pouvait exister qu'on ne voyait pas nécessairement à la fac. Ok. Et puis après, la chance de travailler dans un cabinet libéral, donc chez Sébastien Monchanin, où j'ai appris plein de choses. J'ai pu me former. J'étais assistante hospitalo-universitaire pendant cette époque-là. Et je me suis énormément formée aussi, donc c'est une chance. J'avais tout le matériel que je voulais pour travailler dans de bonnes conditions. Donc c'était pour moi 6 belles années qui m'ont aussi permis de voir ce que j'aimais, ce que je voulais développer. C'était en quelle année ça, la fin de cette... 2010 jusqu'à 2009 jusqu'à 2015. Ok, ça marche. Et donc, j'ai appris plein de choses et à la fin de ces 6 années, je savais ce que j'avais vraiment envie de faire et donc créer mon cabinet sur cette partie esthétique du sourire. Et donc ça, c'est 2015 2015. Ok, ouais. Ça marche. On a créé en 2015 et j'ai ouvert le premier patient en janvier 2016. Quoi. Ok, ça marche. Pendant cette période pas de construction, mais d'apprentissage, on appelle ça comme on veut. Est-ce qu'il y a des moments clés et des personnes clés? Comme je te disais, je pense que les frères Magny ont été à un moment donné des choses clés, des personnes clés en tout cas. Après, il y a eu aussi la partie enseignement. J'ai commencé des cours à la fac sous la direction de Renaud, de Stéphane Bienot, de plusieurs personnes qui m'ont demandé des cours. Et puis il y a eu aussi, je pense, la confiance de Frédéric Roux. Pour la première conférence que j'ai faite à l'ADF, c'était ma première conférence tout court, et c'était à l'ADF, et c'était dans la grande salle de l'ADF. Donc c'était une étape pour moi, ça a été vraiment une étape aussi. Ça m'a permis de rencontrer aussi plein de personnes que je ne connaissais pas. Donc, voilà. Et puis après, les réflexions qu'on a eues sur la création de DCO, de plus en plus de copains qui nous demandaient de les former et qui nous ont dit « Allez, mais chez vous, vous avez la place, on va venir et puis on va s'installer et vous allez nous former. » Et c'est là qu'on s'est dit « Bon, on va organiser ça un peu plus sérieusement. » Ok. Et l'un et l'autre, je rebondis sur ce que tu es en train de me dire. Est-ce que vous avez une idée de la proportion de temps que ça représente? Est-ce que... Alors, pas la préparation, parce que quand je vous vois, quand je vois ce que vous faites, je me dis mais où est-ce qu'ils trouvent le temps pour faire des trucs aussi léchés? Mais physiquement, localement, c'est quoi? C'est la moitié du temps en formation, un tiers, 2 tiers pour toi, je dirais un peu moins d'un tiers pour moi. Un peu moins d'un tiers, ouais. Un peu moins d'un tiers, puisqu'on a
6 journées DCE, on les fait 2 à 3 fois dans l'année, plus les conférences extérieures. Il doit y en avoir peut-être une dizaine aussi dans l'année, donc je dirais à peu près un tiers, quoi, ou un peu moins. Renaud, c'est un peu plus. Ouais, alors c'est un peu plus. Non, moi, ça prend une partie de mon activité quand même. La formation. En fait, je dissocie 2 choses. La première, c'est le temps passé au cabinet. Donc ça, c'est 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers d'activité libérale et 1 tiers de cabinet. Et après, en dehors, ça va dépendre des années, mais entre 12 et 20 jours extérieurs de conférences, donc en France ou en Europe. Donc voilà, ça se dispatche un petit peu comme ça. Ok, ça marche. Toi, Renaud, de quelle réalisation es-tu le plus fier ? C'est question difficile. Et quelle peut être au pluriel, hein ? Bien sûr. Je pense que c'est un peu prématuré, mais j'aimerais bien que mes enfants soient quelque chose dont je sois très fier, mais ils sont petits encore, donc il reste encore du chemin à faire. Mais en tout cas, on en a conscience, donc on essaie de guider vers le chemin. Après, je trouve que c'est toujours des moments en fait, qui ponctuent une satisfaction. Donc après, tu as des niveaux différentiels, mais je pense que d'ouvrir mon dernier cabinet, c'était parce que je pense que ça correspond à ce que j'ai dans la tête et ce que j'avais envie de faire. Donc ça, pour moi, c'était vraiment un passage très important. Les enfants, je te l'ai dit. Et puis après, tu peux mettre pêle-mêle, entre guillemets, une thèse d'université, parce que c'est quand même 4 ans et demi de travail que tu finances toi, donc c'est quand même un peu lourd. Et puis après, tu peux mettre, je sais pas, les 5 jours que j'ai passés à vélo pour faire le tour de mes potes en collège avec 300 km par jour. Ouais, quelque part, c'est un truc dont je suis assez fier, quoi. Ok, ça marche. Donc c'est un peu pêle-mêle et hétéroclite. Voilà. Ouais, il y a un mix de perso et de pro, ok, ça marche. Et toi, Marie ? Moi, je crois que c'est la famille, dans un premier temps. Je pense que c'est déjà bien. Je pense qu'on peut déjà être fier de ce qu'on a réussi à créer. Et j'espère juste que ça continuera comme ça. Et puis le cabinet, la création du cabinet, puis le plaisir de venir au cabinet, d'avoir une super équipe et d'arriver à maintenir cette équipe et cette bonne ambiance au cabinet au quotidien. Voilà, si je reviens un peu en arrière, dans la partie pro ou perso aussi ? Les deux. Je pense que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. C'est-à-dire que quand il y a un déséquilibre pro, ça bave sur le perso, et quand t'es pas bien en couple ou en famille, forcément, je suis pas persuadé qu'on puisse être équilibré au niveau pro. Donc, les deux, mon capitaine. Ouais. Si je reviens un peu en arrière quand même, parce que c'était avant la partie dentaire, mais moi j'ai fait du sport de haut niveau. J'ai eu la chance d'être championne de France en synchronisé en trampoline. Ok, je savais pas. Et c'est vrai que je suis fière d'avoir pu faire ça, d'avoir pu m'entraîner pendant toutes ces années et apprendre plein de choses en fait dans cette partie de sport de haut niveau. Ok. Voilà. Donc c'est un mélange sur toi aussi. Je connaissais pas cette facette de ta personnalité. C'était il y a longtemps. Ouais, mais bon, ok, d'accord. Et tu continues toujours ou pas ? Non. J'ai arrêté. Le trampoline, c'est pas un sport de vieux, entre guillemets. Donc j'ai continué jusqu'à ma P1. Après, j'ai beaucoup entraîné. Et puis j'ai arrêté complètement, quoi. Okay. Je continue le sport, mais pas le trampoline, quoi. Ok. Et tu fais quoi comme sport ? Actuellement, de la danse aérienne. Donc ça s'en rapproche. Mais ok, voilà. D'accord, toujours dans l'air. Ouais, voilà. Enfin, Après, j'ai fait de la chute libre pendant quelques années entre les deux. Ok. Et puis, actuellement, c'est plutôt ça. Merci. Comment vous arrivez à concilier l'un et l'autre la multiplicité de vos missions en tant que parent ? Parce qu'effectivement, être parent, je pense que c'est un des trucs les plus importants qui soit, parce que si tu rates un truc, je suis papa, moi j'ai 2 grands enfants, 32 et 30, et tous les jours tu remets la tâche sur l'établi, quoi. Ouais. Comment vous arriviez à... Parce que vous avez, en fait, vos carrières professionnelles, elles ont commencé, l'intensité de vos 2 carrières professionnelles, elles ont commencé très tôt. Comment vous arrivez à concilier tout ça ? Je pense que notre binôme est quand même capital dans tout ça. Moi, ma carrière, elle a toujours été intense, entre guillemets, c'est-à-dire que, on connaît tous l'intensité de la P1. Après, moi, j'ai enchaîné dès la 5e année avec l'intensité d'un concours internat. Donc, voilà. Donc, Marie m'a toujours connu travailleur, on va dire. Donc, je pense que ça aide aussi parce que j'ai pas changé du tout au tout un jour. Hein. Donc, j'ai toujours été comme ça.
Notre binôme, en fait, je pense qu'il est important. On partage beaucoup de choses au niveau perso, évidemment, mais je pense qu'au niveau professionnel, ça nous permet aussi de se soutenir, entre guillemets, parce qu'on imagine et on connaît ce qu'on peut vivre quand il y a un changement de staff, quand il y a un patient où tu n'es pas satisfait de ce que tu as fait ou que sais-je. Et en fait, on est imprégné de ça, donc, et on comprend la passion qu'on peut avoir pour ce qu'on fait. Donc je pense que ça, c'est quand même bien, parce qu'on a tous des soirs où on rentre, où je pense que... Enfin, moi, il y a des soirs où je me vois bien le lendemain vendre des cafés, et ça m'irait bien. Voilà. Je pense qu'on passe tous à peu près par là, donc on se comprend dans cette histoire-là. Donc ça c'est important. Et puis je pense qu'il faut... aussi imaginer que tout ça fonctionne parce qu'on a une équipe autour de nous. Donc chacun la sienne dans le cabinet, mais on a aussi notre équipe perso, avec des gens qui nous aident au quotidien. Là, je pense à Marie-Audrey, par exemple, mais aussi la famille de Marie qui est extrêmement présente, donc qui fait qu'on arrive à faire les bonnes choses au bon moment et en même temps à proposer un équilibre qui nous paraît bon pour les enfants. Voilà, c'est pas le perso au détriment du péro ou l'inverse. Donc on essaie qu'ils soient confortables aussi. Alors ça, c'est un autre facteur de l'équation, parce que tant qu'on n'a pas d'enfants, finalement, rétrospectivement, je trouve ça facile. Voilà, mais dès qu'on a des enfants, il faut faire une équation un peu plus complexe, mais on y arrive grâce au soutien et au support qu'on a, de façon générale. Donc Marie, elle a Ramla au cabinet, moi j'ai Séverine, enfin, c'est des gens qui sont là depuis longtemps. Séverine, moi, elle a plus de 10 ans. Ramla, tu travailles avec elle depuis que tu travailles, donc c'est des gens vraiment très fiables et engagés dans notre, si j'osais dire, dans notre cause noble personnelle, donc ça marche, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter à... Moi, je pense que dans l'organisation au quotidien, je pense que c'est le plus dur, en fait. C'est vraiment cet équilibre à trouver. Et moi, je pense, je suis passée par des moments où, en fait, on ne se connaît pas trop et c'est difficile de savoir. Et il ne faut pas hésiter à revenir en arrière. Je sais que l'année dernière, par exemple, j'avais une troisième assistante, même il y a un an et demi, 2 ans. Et j'ai embauché donc une troisième assistante. Et puis, elle était en contrat pro, elle a fait 1 an et demi avec nous. Et puis, s'est posé la question après de continuer. Et en fait, je me suis rendu compte en me posant vraiment, et justement en me posant ces questions, que c'était trop. C'était trop parce qu'en fait, on faisait tout le travail à 6 mains et ça allait trop vite pour moi. Et du coup, j'avais l'impression qu'on faisait plus de choses. Oui, on faisait plus de choses. Et en fait, j'arrivais plus fatiguée. À la fin de l'année, je me suis rendu compte qu'en étant plus staffée, j'étais plus fatiguée. Et j'avais pas envie de ça. J'avais envie d'être bien, j'avais envie d'être plus libre dans ma tête. Et en fait, j'ai dit, ok, on change de voie. Et dans ce cas-là, on diminue. Donc, j'ai diminué les horaires. Alors, depuis que j'ai commencé, j'ai fait que diminuer, parce que moi, j'ai ouvert mon cabinet, on travaillait le samedi, donc 6 jours par semaine. Et puis après, j'ai enlevé mercredi, l'arrivée des enfants, parce que début 2016, j'ai ouvert et Oscar est arrivé en 2017, donc il y a eu petit à petit. Et après, j'ai enlevé un jeudi après-midi. Et voilà. Et du coup, là, je me suis dit, j'enlève carrément une journée entière qui me permettront de faire la partie administrative, puis plein d'autres tâches, de réfléchir, de prendre le temps, diminuer un petit peu les soirs aussi. Et voilà, c'est des choix qui je trouve, sont parfois difficiles à prendre, mais c'est important de se poser, je pense, bien se poser ces questions-là pour avancer. Pour être aligné. Ouais, bien avec soi-même et voilà, savoir pourquoi on fait les choses. Et je pense que cet équilibre-là est dur à trouver. Donc en fait, tu réponds à la question que j'allais te poser. Toi, le plus gros défi, si tu devais évoquer un des défis les plus marquants que tu as eu à faire face ces 10 dernières années. C'est ça. C'est celui-là. Je crois que c'est poser les priorités et puis arriver à trouver un équilibre. Ok, voilà. Ça marche. Et toi, Renaud? Moi je le formulerais avec d'autres mots en fait, mais probablement de manager tout ça, parce que quand tu aimes les choses qui sont un peu ciselées, tu as envie que ce soit ciselé de partout, en pro, en perso, etc. Donc ça demande de poser tout ça et que ce soit équilibré. Donc je pense que c'est à peu près la même chose. Okay. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir formateur? Je change complètement de sujet. Qu'est-ce qui t'a donné envie de... Tu sais, j'ai dit tout à l'heure que je devais beaucoup au professeur Paul Mariani, mais c'est très sincère quand je dis ça parce que, en fait, moi, je rentre en novembre 2003 à Marseille comme interne.
Bon, il faut savoir que là-bas, les 6 premiers mois, ils me regardaient un peu comme un ovni. J'étais le premier interne qui n'était pas orthodontiste, parce qu'il y a une grosse école d'orthodontie à Marseille, et tous les internes allaient faire de l'orthodontie là-bas. Et moi, je disais, non, non, ça ne m'intéresse pas, je veux faire de l'implanto. Donc pendant 6 mois, ils m'ont un peu regardé comme une bête bizarre. Et Paul Mariani s'est rendu compte de potentiellement la chance que c'était d'avoir un interne, c'est-à-dire quelqu'un d'être là tous les jours, tout le temps, et un peu corvéable à merci. Et je me rappelle la première chose il me dit, je vais à un congrès Ivo Clar à Annecy. Il y a des communications, c'est début juillet 2024, et je veux que tu présentes tel sujet. En l'occurrence, c'était sur la clé en plâtre chez les dentés complets. Et il me dit, voilà, il faut que tu parles 20 minutes, et c'est toi qui vas représenter la fac de Marseille. Bon, ça, c'était un peu spécial, entre guillemets, parce que du coup, il y avait beaucoup d'attentes et d'enjeux. Tu avais quel âge? Donc 2004, j'ai 25. Ah ouais, ok. Voilà. Et puis, dans ces cas-là, moi, je me réfugie dans le travail, donc je travaillais beaucoup. Je pense que si je ne l'avais pas répété 380 fois, voilà. Et du coup, ça se passe bien. Et du coup, après, ça ouvre le champ des possibles, c'est-à-dire qu'on part après sur d'autres communications, à la SFPIO par exemple, des choses comme ça. Donc j'aimais bien, même dans des formats très courts, se dire quel est le message à transmettre, quoi. Voilà, et puis après, j'ai beaucoup suivi les cours du professeur Paul Mariani, et puis j'ai toujours aimé cette façon qu'il a hyper pédagogique, c'est-à-dire que le cours n'est pas à apprendre, parce qu'en fait, tout est assimilé en direct. Et ça, je trouve que c'est un talent hors norme pour un enseignant, c'est-à-dire d'être si pédagogique que l'élève n'a pas besoin d'apprendre son cours. Okay. Et donc ça, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Je pourrais même raconter les anecdotes qu'il racontait, etc. Je les connais par cœur. Et je pense que ça a poussé comme ça. Et puis après, assistant, maître de conférence, et puis des opportunités dans le cadre de la SAPO, par exemple, ou dans d'autres congrès. Et puis après, voilà, c'est parti. Okay. Voilà. Et toi, Marie? Moi, les formations, j'ai commencé à la fac en tant qu'enseignante. Et puis ensuite, comme je te disais, Frédéric Roux qui me propose cette conférence à l'ADF. Et ensuite, j'ai fait pas mal de formations dans les ADFOC, un peu partout en France, où j'ai beaucoup aimé finalement rencontrer des gens. Et à un moment donné, avec les 3 enfants, et c'est là aussi où on s'est dit, on va aussi recentrer un petit peu dans nos cabinets, plus pour l'organisation aussi. Et puis c'est sympa finalement que les gens viennent nous voir au cabinet. Ils sont toujours ravis, et voilà, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec eux ici aussi. Ok. Voilà. Bon, il y a une question, je vais vous la poser, même si depuis qu'on parle qu'est-ce que tu aimes le plus enseigner? Qu'est-ce que tu aimes? L'implantologie, c'est ça? Alors, pour te dire, ce que j'aime enseigner, c'est ce que je fais. Vraiment, donc c'est la partie esthétique. Et c'est surtout la clinique, quoi. La clinique, les trucs et astuces. C'est vraiment le cabinet, ce que je fais au quotidien, le côté manuel, les protocoles, parce que moi, je veux éviter toute zone de stress. Je déteste le stress. Donc, avoir des protocoles et faire en sorte d'anticiper le maximum de choses. Et je crois que si j'avais un cours fétiche, c'est quand même les facettes. Mon cours préféré. Donc moi, ça sera plutôt l'implantologie, forcément. En fait, moi, ce que j'ai, la philosophie des cours que je peux avoir, moi, j'ai compris assez tôt qu'on avait un métier difficile, notamment quand j'ai fait des remplacements comme omnipraticien. Je trouve que omnipraticien, c'est un métier d'exception. Il faut être bon de partout, c'est passer d'une endo à un implant, je dirais à une greffe muco, à un détartrage. Enfin, il faut avoir un cerveau qui est extrêmement bien constitué. Je suis très admiratif de ça. Mais du coup, dans l'implantologie, on me connaît souvent, chirurgie guidée, des choses comme ça, mais j'ai réussi à mettre des mots dessus en fait depuis 3-4 ans, parce que j'ai fait j'ai subi entre guillemets une formation de préparation mentale, parce que j'ai eu un coach de préparation mentale pendant 6 mois, 1 an, sur comment mieux préparer sa chirurgie. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ce qui était décision opérateur dépendant, pendant une chirurgie ou pendant n'importe quoi, c'était pas forcément top, parce que si on est hyper stressé, le facteur décision ne va pas être bon en fait. Donc c'est pour ça que j'essaie de tout rationaliser. Alors après, j'ai mis tout bout à bout depuis le début pour comprendre. Puis je me dis, en fait, le Digital Smile Design, pourquoi en fait j'adore ça? Parce que ça me permet de rationaliser le projet et d'être sûr du résultat. Pourquoi j'aime la chirurgie guidée, qu'elle soit statique ou dynamique? Pareil, j'ai pas de choix en fait, j'ai planifié, j'exécute ma partition. Pareil pour tout ce qui est empreinte optique, etc. Et tout ce qui est design, et en fait, on essaie de mettre tout ça en place. Et là, par exemple, on utilise un nouvel implant depuis 4 ans.
mais je l'adore parce qu'en fait, j'ai pas de facteur décisionnel sur le protocole de forage. Je suis le protocole, en fait. Et ce qui fait que ça diminue la charge de stress, un peu ce que disait Marie, et qui fait que je suis vraiment investi dans la formation sur ce côté-là, sur ce côté, en fait, que tout le monde puisse arriver à un bon ou très bon résultat, j'en sais rien, mais en tout cas qui colle au maximum des compétences du praticien. Donc ça, c'est vraiment un sujet pour moi. Ça marche. Donc en fait, la question que tu as presque répondu, hein. T'as lu les questions avant ou quoi? Ça, en fait, c'est comment est-ce que tu perçois l'impact de ton travail en tant que formateur sur les gens que tu formes. En fait, c'était ça là. Alors, si j'ai lu les questions avant, comme j'aime pas trop l'imprévu, tu as compris que j'ai forcément lu un petit peu, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est que, en fait, j'aime bien quand j'ai les retours de praticiens qui ont suivi une formation et qui me disent, je suis hyper content parce que j'ai réussi à faire ça. Et ça, c'est quoi? C'est qu'ils se sont rapprochés de leur potentiel théorique, en fait, et qu'ils ont réussi à délivrer un truc qui, pour eux, est leur 100%. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Okay. Toi, tu pourras le regarder et dire, bah, moi, j'aurais mieux fait, peut-être, mais c'est pas ça qui m'a intéressé. C'est qu'il soit collé à son potentiel à lui. Et moi, j'ai toujours adoré les étudiants qui étaient travailleurs. Parce que je me dis toujours, ces étudiants-là, ils vont travailler, ils vont aller sur le potentiel, c'est sûr. Alors que, entre guillemets, celui qui a un peu de facilité, il va se détendre et son potentiel, ça va être difficile d'aller le chercher à chaque fois. Okay. Et quand ils me disent, j'ai fait un truc, je suis hyper fier de ce que j'ai fait, j'aurais jamais pensé que. Et là, pour moi, c'est gagné. C'est qu'ils ont fait leur toucher des étoiles. Et moi, pour moi, je suis ravi. Et toi, Marie? Comment Moi, c'est les retours après les formations. Okay. Déjà, quand ils reviennent, souvent, ils commencent une formation et puis je les vois revenir pour les différents autres sujets et me dire, bah, j'ai appliqué, quoi. J'ai appliqué et en fait, c'est hyper applicable. J'arrive à mettre en place. Ça leur paraissait énorme. Et puis, petit à petit, ben, voilà, on monte les marches petit à petit, comme nous, on a fait. Hein, on a appris formation par formation. Donc, voilà, qu'ils puissent mettre en place tout ce qu'on peut leur apprendre au quotidien, quoi. OK. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien dans votre métier de dentiste, l'un et l'autre, et dans votre rôle de formateur? Qu'est-ce qui vous donne en fait finalement envie de toujours faire plus, mieux Le retour des praticiens, le retour, déjà. Ouais. Et puis après, il y a les nouvelles technologies quand même. Donc ça donne envie d'aller plus loin, ça donne envie de voir, ça donne envie de tester, même si moi, tester, je trouve que c'est hyper difficile. Donc, parce que j'aime pas me mettre vraiment dans le rouge et puis du coup avoir ces difficultés. Je le fais quand même, hein, parce qu'il faut et on le fait, on teste des nouvelles choses, on apprend et du coup on transmet ces nouvelles choses. Voilà. Je sais pas si tu as d'autres... Tu peux répéter la question du coup? Parce que j'écoutais Marie passionnément là, et du coup, j'ai perdu. Où est-ce que tu trouves la motivation pour finalement continuer d'avancer en tant que dentiste et en tant que formateur? Qu'est-ce qui te... Ouais. En fait, je pense que, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de potentiel théorique du praticien. Il ne faut pas oublier que derrière, pour moi, on a des patients quand même. Donc, c'est quand même un sujet sensible, si j'osais dire. C'est pas du béton, c'est pas du métal. Voilà, il y a un humain derrière ça. Donc moi j'ai toujours envie entre guillemets de mieux traiter le patient. Donc ça c'est un peu le souci du perfectionniste aigu que je suis, voilà. Mais du coup ça va toujours demander de se dire tiens si j'allais un peu plus et un peu plus. Mais du coup ça m'a permis de rencontrer des gens extra. Je pense à Eric Van Doren parce que tu vois on parlait des gens qui ont ciblé comme ça, mais Eric il m'a beaucoup appris profil d'émergence esthétique parce que tu connais, tu vois, mais cette finesse-là et de comprendre des choses et dire bah tiens je vais ramener ça chez moi et je vais faire. Istvan Urban aussi pour moi c'est un ovni de la dentisterie, mais du coup quand tu vas chercher toujours plus loin, bah tu rencontres des gens comme ça. Et ça ouvre un peu une planète, quoi. Enfin, pour moi, Istvan, ça a ouvert une planète complète. Et du coup, après, bah, c'est bien de pouvoir aussi leur rendre ce que nous, on a mis en place au cabinet avec toutes les technologies digitales là, depuis 2 ans et demi. Là, on travaille beaucoup sur le sujet. Et on arrive enfin à des protocoles qui tiennent la route. Donc on n'en parlait pas trop tant que ça tenait pas la route. Et maintenant que ça tient la route, on en parle et je suis ravi de transmettre ça pour que, in fine, les patients soient mieux traités. C'est ça qui est pour moi le plus important. Ok. Tout à l'heure, tu m'as parlé de préparation mentale. Est-ce que tu as des rituels avant de rentrer en première consultation pour être finalement le dentiste qu'ils vont choisir, qui te choisissent toi plutôt qu'un autre? Est-ce que tu as un rituel avant de rentrer au bloc quand tu sais que tu vas te confronter à une intervention un peu technique et un peu casse-gueule, et pour te mettre dans un mindset particulier, tu as des rituels particuliers que tu voudrais nous partager ou c'est naturel? Non, ça a été travaillé.
Alors déjà, la première chose que j'ai appris, c'est qu'il n'y a aucune intervention facile. Et que c'est quand tu l'abordes par le bas, en général, ça se passe mal. Ok. Voilà. Même si c'est un implant 36 où il y a beaucoup d'os, bizarrement, c'est là où tu vas être moins bon. Donc effectivement, il y a rituel. Le rituel, il est assez codifié, c'est-à-dire je check le téléphone. SMS, mail. Donc en clair, je suis en train de mettre le curseur perso à 0. Les enfants sont bien à l'école, il n'y a pas de souci. Marie, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ce curseur-là, je peux l'éteindre. Voilà. J'éteins le curseur mail qui est la fac, les conférences, le machin. Je regarde tout, je check tout. Et après, une fois que j'ai fait ça, je vais re-rentrer dans ma planification, mais qui est déjà faite en amont, hein, mais pour me réimmerger en fait dans le volume, dans les etc. etc. Une fois que j'ai fait ça, je me change pour aller au bloc opératoire. Et pendant que je vais entre le cabinet et le bloc opératoire, en fait, je répète l'ordre des séquences de façon systématique. Et après, j'ai des petits rituels tout à fait bêtes, mais pour moi qui sont importants, voilà, la façon de mettre les sabots, etc. Mais je pense que... T'es le Nadal de... Je pense que je suis pas plus fou qu'un Neymar ou un Mbappé qui rentre sur le terrain de foot, tu vois, c'est ce que je me dis. Mais j'ai des petits rituels pour rester moi dans ma bulle. Ok. Et les assistantes savent que dans ce trajet-là, c'est pas le moment où je suis dérangeable, entre guillemets, sauf cas extrême urgence, évidemment. Mais voilà, je suis déjà dedans, en fait. Et donc voilà. Donc ouais, j'ai des vrais rituels pour que ça se passe bien. Et voilà, j'ai appris que c'était les interventions qu'on pense simples, finalement, qui peuvent devenir galère. Et puis j'ai été aussi un peu contraint de faire ça parce que je fais beaucoup de chirurgie live dans le cas de formation. Et la chirurgie live, c'est la première pensée parasite qui peut te faire bien aller dans un endroit où tu n'as pas envie d'aller. Donc du coup, j'ai été obligé de bien codifier ça pour faire ce qu'on a à faire. Et puis voilà, quoi qu'il se passe autour en fait. Ok. Marie, des Non, rituels? j'ai aucun rituel, j'avoue. Et en tant qu'ancienne sportive de haut niveau, tu n'avais pas des rituels avant de monter sur le trampoline? Alors je révise, entre guillemets. Donc je regarde mon DSD, je regarde s'il y a des difficultés particulières. Oui, je reprends les points difficiles, voilà, avant de préparer. Après, avant de coller, c'est plus les préparations, tu vois, les séances de préparation, après les séances d'essayage, les séances de collage. Je profite presque. Voilà, j'essaye. Bah ouais, c'est du plaisir, hein, c'est vraiment du plaisir au quotidien. Le collage, c'est matané. Ah ouais, non, c'est vraiment les meilleures séances, quoi. En fait, tout le boulot, il est fait en amont. Donc, mais alors, moi, le collège, j'ai complètement oublié, parce que tu vois, j'en fais plus du tout. Ma dernière facette, je l'ai fait en 2016, tu vois, parce qu'à un moment donné, je voulais faire les cas globaux, mais j'ai compris qu'en faisant une facette par an, c'était juste pas possible. Et je crois que je mettais 1 heure pour coller une facette, tu vois. Et si tu veux voir un beau truc une fois, voilà, je pense qu'il faut venir voir au Smile Design. Marie fait le cours, le traitement live, et tu vois la gestuelle entre Marie et Ramelin. Donc elles travaillent ensemble depuis 15 ans, c'est ça à peu près. Et tu as une gestuelle, il n'y a pas un mot, il n'y a rien. Mais pour moi, c'est de l'ordre du haut niveau, tu vois ce que je veux dire. En fait, elles n'ont même plus besoin de rituel ou quoi que ce soit, parce que c'est ancré, ça fait 15 ans, et 18 minutes collage de facettes. On sait que c'est 18 minutes. C'est un concert en duo. Ouais, exactement. Mais c'est très beau, c'est presque un ballet, tu vas voir. Mais il y a forcément de la préparation, de l'apprentissage, tout ça. Elles se sont extrêmement coordonnées toutes les deux à travailler ensemble. Et moi, ça me fait sourire parce qu'à chaque fois, je dis au groupe qui est là, je dis bon, bah, dans 18 minutes, la première facette sera collée. Ouais. Et puis tu peux être sûr, c'est 18 minutes. Boum, boum, boum. Et ça a un côté. C'est pour ça que Marie, elle prend du plaisir, parce qu'avant, elle a tout fait, le Smile Design, elle travaille avec les prothésistes, le machin, tout est calé. Et je veux bien croire qu'elle prenne du plaisir à ça, parce qu'en fait, tu sens que c'est extrêmement rodé et que c'est presque simple. Ça me donne presque envie de refaire du collage, mais il faudrait que je révise le protocole quand même. On sent beaucoup d'admiration. bon. Tout à fait. Ouais. Très admirable. C'est quoi vos projets futurs et vos aspirations à long terme, à l'un et l'autre, et puis peut-être à deux? Alors, mais on va l'un et l'autre à deux, on va rester dans. Ouais. Moi, Toi, Marie. c'est continuer à évoluer dans le même cadre que j'ai actuellement. Donc, ce cabinet que j'adore, où je prends plaisir à venir tous les jours avec l'équipe. Continuer à la maison avec les enfants de la même façon, avec Renaud, alors qu'on arrive à éduquer nos enfants et puis à prendre plein de plaisir avec eux comme on fait. Les projets à deux, moi, c'est les voyages là, qui m'attirent actuellement. Ils commencent à grandir, donc on a déjà fait des choses avec eux, mais on va essayer, tous les quelques années, de faire des beaux voyages et d'essayer de leur ouvrir les yeux sur ce à quoi moi, mes parents m'ont ouvert les yeux quand j'étais petite. Donc, je vais essayer de leur transmettre ça. Ok. Et puis, voilà.
continuer dans ce chemin-là. J'ai pas de projet particulier, de volonté de créer des cabinets, parce qu'on m'a souvent demandé, mais pourquoi tu t'associes pas, pourquoi tu prends pas des collabs, pourquoi tu fais pas un gros cabinet, pourquoi. En fait, je pense que c'est ce type de cabinet qui me correspond le mieux. Okay. Je sais que c'est un marché de niche, je sais que probablement la dentisterie n'évoluera pas dans ce sens-là. Mais c'est un choix assumé qui me correspond et qui fait que je suis heureuse. Vous avez vraiment regardé tous les deux les questions avant. Non, je suis bien comme ça. Vas-y. Ouais. Non, des projets. Oui, alors le projet familial, c'est sûr. Hein. Donc, on essaie notamment d'ouvrir les yeux aux enfants, on va dire. Donc Marie, ça va passer plus par sa vision internationale, on va dire, du voyage, mais pas que, bien sûr. Mais moi, je vais être un peu plus rural et rustre, tu vois, dans l'approche. C'est que bon, des fois, on va dormir dans des endroits vraiment un peu plus durs, mais là, on va y aller encore un peu plus parce que j'ai envie qu'il soit plus autonome et plus ouvert à ça. Donc voilà. Après, bien évidemment, avec Marie, on va aussi construire nos propres projets, mais pour l'instant, c'est un peu difficile parce que 6 et 5 et 3, ils ont besoin de nous ça au quotidien. Temps, c'est de l'organisationnel. Temps, voilà. Donc on attend un peu qu'ils se libèrent un peu de nous. Et puis après, au niveau professionnel, moi j'ai ouvert le nouveau cabinet il y a 2 ans, donc j'avais besoin de le faire atterrir un peu là. Donc on est en phase d'atterrissage là, je pense, donc ça c'est bien. J'ai l'habitude de pas être inactif en fait, donc il y a forcément d'autres trucs qui vont arriver, mais je pense que pour moi le cut d'après, ça va vraiment être d'institutionnaliser la recherche clinique au sein du cabinet, parce que ça c'est un sujet que j'aimerais bien mettre en place, parce que ça permettra aussi d'avoir des datas sur ce qu'on fait et pas de j'y fais, ça marche. Voilà, c'est ça sur lequel j'aimerais travailler, donc ça demande un peu plus de travail et de réflexion là-dessus, donc voilà. Et puis projet sportif, moi j'en ai un gros fin août. Et puis après j'ai dit que j'arrêtais ma carrière, mais bon ça n'engageait que moi, donc voilà, donc on verra. Tu veux nous en dire plus ou c'est secret? Ouais, c'est pas tout à fait secret, mais ouais, c'est une épreuve en équipe. Et on est sur du trail rando de 300 km, quoi, grosso modo. Ok. Donc voilà, donc pour moi je sors totalement de la zone de confort. Parce que j'y vais avec 2 personnes qui sont de masse physique et qui ont beaucoup d'expérience. Donc j'ai la chance d'être embarqué dans l'équipe. Mais du coup, il faut être au niveau de tout ça. Okay. Donc je suis curieux de vivre cette aventure-là, en fait. L'idée, évidemment, c'est de terminer, mais de toute façon, même si ça ne se termine pas, j'aurais appris des choses. Donc voilà, mais je suis assez impatient. Même ça va se passer où? Ça se passe dans les Alpes. Ok, voilà. Ça marche. Donc, Ok. On est bientôt à la fin de nos échanges. Comment l'un et l'autre vous faites pour arriver à vous détendre à un moment de la journée? Alors, est-ce que finalement, vous vous détendez toute la journée? Parce que toi, tu dis que quand tu colles, c'est de la détente. Mais est-ce qu'en dehors du boulot, vous avez et l'un et l'autre moment où vous avez finalement une forme de rituel, de truc où tu te dis, si je fais ça, je vais être dans le flow et je vais oublier le reste des emmerdes, quoi, si je dois parler grossièrement. Bon, après une journée de boulot, on rentre souvent à la maison. Donc, on commence par crier sur les enfants. je blague, mais ça arrive quand même. Ça détend. Ouais. Et c'est ce qu'on essaye de ne pas faire. Sinon, je crois qu'il y a le sport. Enfin, moi, je pense que... pas tous les jours, mais le mardi soir, je vais au sport. Et c'est vrai que je rentre un peu plus détendue quand même que les autres jours. Okay. Après, j'ai pas d'autres rituels particuliers. T'as compris, moi je suis un homme de rituel, hein. Je vais au bloc opératoire d'une certaine façon. Donc, moi je fais l'aller-retour au cabinet en vélo. Je te vois de temps en temps parce qu'on habite pas loin. C'est un vrai sas pour moi, de plein de choses. C'est un sas le soir, probablement pour décaisser l'ensemble de la journée. Et le matin, c'est potentiellement un sas pour commencer à rentrer dans l'entonnoir et arriver dans un truc où je suis déjà dispo mentalement pour ce que j'ai à faire. Okay. Si par hasard le matin, tu vois, tout s'aligne bien, le vélo, etc., et que j'ai le temps de prendre un petit café tranquille, là le flow est pas très loin. Donc on est pas mal comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a pour l'un et l'autre une personne que vous admirez vraiment et que vous aimeriez rencontrer, avec qui vous aimeriez partager un repas, un café, un moment que vous n'avez, en fait, vous n'avez pas eu encore cette chance C'est
Je ne sais pas vraiment répondre à cette question-là parce que si on réfléchit à ça, ça veut dire que c'est forcément des gens connus. Et moi, une des rencontres qui m'a le plus marqué dans les années dernières, là, c'est celle avec Stéphane Brognard, qui est un trailer vosgien que pas grand monde connaît. Mais oui, mais qui est connu dans le monde du trail, mais mis à part ça, bon voilà. Et qui m'a bluffé d'authenticité et de tout ce qu'il connaît dans la prépa physique, dans la prépa mentale. Là, maintenant, il est plus du tout ultra trailer, parce que l'âge faisant, mais il est passé dans le cap aventurier. Il fabrique ses petites aventures, et en fait, moi, je suis devenu assez proche de lui. Et en fait, des rencontres comme ça, c'est exceptionnel parce qu'en fait, bon, je le suis au quotidien, on va dire. On se téléphone, il m'apprend des choses, on échange beaucoup, en fait, l'un et l'autre, sur ce qu'on fait. Donc, si tu nous demandes et que tu veux un nom, on va sortir quelqu'un de célèbre, entre guillemets, parce que voilà, mais des fois, tu te demandes si c'est pas au coin de la rue que ça va se passer la bonne rencontre, quoi. Voilà, ça marche. Marie? Moi, j'ai pas trouvé. Je réfléchissais si j'avais envie de rencontrer quelqu'un, mais pas spécialement. En revanche, j'aimerais bien un mix de plein de personnes. Mes parents, pour ce qu'ils ont réussi à faire de nous, là, les 4-5 frères et sœurs. Là. Et puis ensuite, mes copines, ce qu'elles arrivent à faire avec leurs 3 ou 4 enfants. Amélie Mingeot, quand elle est à l'académie, elle a réussi à avoir une famille, une vie perso, enfin une vie pro exceptionnelle. Et voilà, Francesca Velati, quand elle invente son concept. Enfin, en fait, j'aimerais bien rencontrer cette personne qui arrive à tout, et je crois que ça n'existe pas. Donc j'admire les gens pour les différentes choses qu'ils arrivent à faire leur équilibre. Dernière question. Si tu te rencontrais quand tu étais un petit peu plus jeune, jeune étudiante ou jeune ado, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil avec tout ce que tu sais maintenant? De foncer, continuer. Foncer, continuer. Foncer, pas hésiter, quoi. Ok. Voilà. Je pense que certaines personnes me connaissent comme un peu avec gros caractère, entre guillemets. Mais exigeant. Ouais. Les étudiants, le retour, c'est exigeant. C'est ça. Voilà. Mais après, ça dépend comment c'est perçu. C'est bon. Voilà, c'est comme ça. Mais je pense qu'au début de la carrière, j'ai peut-être un peu trop transigé. Même sur certaines de mes valeurs, pour faire des trucs, ou par politesse, ou je sais pas exactement pourquoi. Et donc, moi aujourd'hui, si je devais m'auto-conseiller, tu vois, quand j'avais 20 ans, mais je me dirais de jouer juste, en fait. Juste moi, ce que je sais faire, ce que j'ai envie de faire, etc. Et de pas jouer un truc faux, en fait. Et ça, ça m'est arrivé 2-3 fois, ça a duré des années, sur des collaborations, sur des choses comme ça. Et tu dis qu'en fait, finalement, ça a peut-être pas de sens, en fait, et que d'être authentique et de jouer cette juste note, là, c'est ce qu'il y aura de mieux, quoi. Ok. Merci à tous les deux pour votre authenticité, votre honnêteté. Enfin, moi, je vous connaissais quasiment pas à titre personnel, et j'ai l'impression de mieux vous connaître et l'un et l'autre. Donc, merci beaucoup, et j'espère que les personnes qui nous écouteront, qui nous regarderont, auront ce même sentiment que j'ai eu. 6 heures. Il est 6 heures, c'est génial. Vous deviez être à 19h à la maison. Logiquement, vous allez y arriver plus tôt. Merci beaucoup pour votre temps, en tout cas. Et c'était un vrai plaisir de vous avoir tous les deux. Je vais dire un secret, en fait. J'ai d'abord attaqué par Marie, et puis après, je dis, Marie, tu crois pas que Renaud pourrait venir avec nous? C'était un petit subterfuge, Renaud. Mais tout va bien. Faut avouer à moitié pardonner, il paraît. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi, Bertrand. Merci beaucoup. Merci beaucoup.